Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Boris Callot, je suis adjoint de direction au sein de l'AFP-CNT, l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, et je suis accompagné de Laurence Bonhomme, notre responsable de communication. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce 8e webinaire de l'année qui traitera des enjeux des PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, en matière de responsabilité des personnes publiques et de l'administrer dans sa collectivité. Pour ce sujet, dont une cinquantaine de personnes s'est inscrite et que je remercie vivement, 2 intervenants prendront la parole à tour de rôle durant une quarantaine de minutes environ. Il s'agit de maître Soraya Benabdessadok, avocate au barreau de Lyon, et de Gilles Brocard, qui est expert technique au sein d'Amaris, l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs. Mais avant de leur passer la parole, j'en profite pour vous présenter notre association en quelques mots. L'AFP-CNT a été créée au début des années 2000 et est soutenue depuis 2022 par le ministère de la Transition écologique. Aujourd'hui, nous œuvrons quotidiennement en faveur du développement de la culture du risque et de la résilience sur l'ensemble des départements et territoires français. En nous appuyant sur un réseau d'acteurs spécialisés, nous produisons et coproduisons des événements, des animations, ainsi que des outils et des supports pédagogiques ayant vocation à sensibiliser tout type de public à faire face aux différents risques de catastrophes naturelles et technologiques. C'est dans ce cadre que nous avons notamment lancé ce cycle de webinaires gratuits, tout public, d'1 heure en fin de journée, afin d'éclairer un sujet particulier lié aux risques majeurs. Depuis son lancement en octobre 2023, plus de 1500 personnes se sont inscrites aux différents sujets que nous avons proposés. À ce titre, j'en profite pour vous informer que les replays ainsi que les diaporamas de tous nos webinaires sont en ligne sur notre site internet. Durant la présentation des 2 intervenants, nous vous invitons à poser l'ensemble de vos questions et remarques directement dans le chat qui est mis à votre disposition. Nous ne manquerons pas de les partager à l'issue de la présentation. À présent, je pense qu'il est temps de laisser la parole à maître Soraya Benabdessadok et Gilles Brocard et de vous souhaiter un excellent webinaire. Bonjour, merci pour cette invitation à présenter ce grand sujet relatif aux responsabilités des personnes publiques et des enjeux des PPRT. Donc, merci à la FPCNT et merci à Gilles Brocard d'animer cette présentation avec moi. L'objet de cette présentation, c'est de vous donner les rudiments de la responsabilité administrative et de les placer dans des cas particuliers que nous avons répertoriés et qui nous semblaient relever spécifiquement du PPRT. Donc, pour commencer, quelques propos introductifs qui n'ont sans grande prétention, c'est juste pour vous resituer un petit peu les plans de prévention des risques qui ont été créés par la loi RISC en 2003, le 30 juillet 2003, à la suite de l'accident mortel d'AZF. L'objectif était de tirer les conséquences de l'existence de ces exploitations industrielles génératrices de risques pour les personnes. Aujourd'hui, 800 communes sont concernées par des PPRT, 378 PPRT sont en vigueur, un PPRT est en cours d'élaboration encore et 21 PPRT ont été abrogés. Amaris s'est posé la question du bilan 20 ans après l'adoption de la loi et je te laisse, Gilles, en dire quelques mots. En 2 mots, on vous transmettra quelques informations qui sont tirées de ce bilan qu'Amaris a produit il y a 1 an maintenant. Et effectivement, comme vous l'avez signalé, ce bilan venait tracer les effets de cette loi RISC 20 ans après son adoption suite à l'accident d'AZF. Donc, on portera largement le regard d'Amaris en tenant compte effectivement de ce qu'on a pu retirer de ce bilan. Ensuite, la question de la responsabilité dans le cadre de ce risque technologique, il se situe plus globalement dans un phénomène de socialisation du risque. C'est un terme qui avait été employé par le Conseil d'État dans un de ses rapports en 2005 qui portait sur la socialisation du risque. Et à cette occasion, le Conseil d'État s'apercevait que la notion de risque acceptable a changé, le sentiment du droit à l'indemnisation s'est généralisé, et la perception du risque a été accentuée par la médiatisation des grandes catastrophes. On peut le voir donc, notamment pour la question d'AZF. Donc, en cas de sinistre, on peut donc s'interroger sur la responsabilité des personnes publiques,
puisqu'elle peut être envisagée à concurrence, et ça, il faut bien le préciser, à concurrence de celle de l'exploitant qui génère le risque. C'est lui qui est à l'origine du risque, donc c'est sa responsabilité qui va être chargée, mais on verra qu'à bien des égards, celle des collectivités peut être recherchée en fonction des rôles qui sont tenus. Alors, je vais vous dire quelques mots de la responsabilité administrative. Sans vous faire un cours de droit, on va rester sur les grandes lignes de la responsabilité pour bien comprendre les mécanismes et savoir comment ils s'appliqueront par la suite dans les exemples que nous allons vous donner. Donc tout d'abord, quand on s'intéresse à la responsabilité administrative, ce qu'il faut savoir, c'est comment identifier la personne qui sera responsable. Quel est le patrimoine responsable? Ce sera l'État, la collectivité, ce sera la personne qui est propriétaire du bien qui est concerné par le préjudice. Ça peut être la voirie, un équipement public. Ça peut être aussi la personne qui a édicté une décision illégale, un permis de construire illégal par exemple, celle qui n'a pas effectué les diligences nécessaires pour éviter la réalisation du préjudice, donc celle qui avait des obligations et qui ne les a pas respectées, ou celle encore qui n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs de police. Cet exemple-là vous parlera tout particulièrement en tant que collectivité, par exemple. Ensuite, ce qui est important, c'est de définir qui est cette victime. La victime, quand elle va rechercher la responsabilité d'une personne publique, elle va devoir s'interroger sur quel est son statut pour connaître le régime de responsabilité qui s'applique à elle. Donc, cette distinction, elle est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit d'un accident survenu au sein d'un équipement public. C'est pour ça que je vous en parle ici. Mais toute personne peut chercher la responsabilité d'une personne publique, bien entendu, mais simplement, la victime, ce statut fera évoluer le régime de responsabilité. Donc, on distinguera par exemple les usagers. L'usager, c'est celui qui utilise un équipement. Le tiers, c'est celui qui ne l'utilise pas, celui qui est à côté de cet équipement, qui est au voisinage de cet équipement, mais qui n'en bénéficie pas directement. Et puis, j'ai cité aussi le collaborateur occasionnel du service public, parce que c'est un cas qui peut se présenter dans le cadre d'une gestion de crise. Donc, c'est un exemple qui pourra aussi être parlant, par exemple, des personnes qui prêteraient main forte aux services de sécurité dans le cadre de la prise en charge des blessés ou de différentes missions dans le cadre de la gestion de crise. Ensuite, cela nous permet d'identifier un régime de responsabilité, puisque le principe de la responsabilité administrative, c'est que c'est une responsabilité pour faute prouvée, c'est-à-dire que la victime doit apporter la preuve de la faute de l'administration pour engager sa responsabilité. Toutefois, c'est la petite subtilité, c'est qu'il y a des possibilités d'engager la responsabilité de la collectivité pour une présomption de faute, pardon. Ça renverse la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on dit « j'ai eu un accident dans votre établissement », là, il y a une présomption de faute. Et à charge du défendeur d'établir qu'il n'y a aucune faute qui lui est imputable. Nous aurons l'occasion de revoir ce régime un petit peu plus tard. Et il y a aussi la responsabilité sans faute, qui est une responsabilité de plein droit. Et dans ce cas, la victime n'a pas apporté la faute de la personne publique. Et le fait qu'on apporte une preuve contraire est sans effet. Donc la faute est donc établie de fait. C'est le cas, par exemple, des collaborateurs occasionnels du service public, pour reprendre cet exemple. Je passe très rapidement sur la distinction à faire entre la faute personnelle et la faute de service, puisque la faute personnelle est celle qui est détachable des fonctions, l'agent ayant eu des préoccupations d'ordre privé, par exemple une volonté de nuire, l'agent s'étant livré à des excès de comportement, par exemple ayant commis des fautes en étant dans un état d'ivresse ou ayant fait des injures qui sortent de son cadre d'exercice, ou commis une faute d'une exceptionnelle gravité. Et en dernier lieu, on s'intéresse, dans le cadre de la mise en œuvre de cette responsabilité, aux faits générateurs. Donc, on a défini tout à l'heure les différents cas de faute. Par exemple, la faute, c'est une carence de l'exercice d'une obligation, l'illégalité de l'activité, de l'action administrative, un accident dans un ouvrage public.
Le lien de causalité, ce dernier doit être direct et certain. Sans lien de causalité, la responsabilité ne peut pas être engagée. Il ne faut pas avoir peur de se dire à chaque fois que je fais quelque chose, ma responsabilité peut être engagée, puisque la victime doit démontrer que son préjudice est en lien direct avec la faute. Et c'est ce qui pose de grandes difficultés devant le juge administratif. On aura l'occasion de voir que ce lien de causalité, il faut vraiment qu'il soit établi, il doit être direct et certain, et le fait reproché est à l'origine directe du préjudice. Le lien de causalité, il peut être rompu par différentes causes exonératoires. La cause exonératoire de responsabilité, c'est un événement qui est par exemple la faute de la victime. La victime n'aurait pas dû être là à cet instant-là. Elle a commis une faute en ne respectant pas une consigne de sécurité. Le fait d'un tiers, c'est-à-dire qu'il y a un autre responsable dans le lien de causalité, c'est-à-dire qu'une autre personne est responsable. Ça peut être une autre personne publique, ça peut être une personne privée. Dans notre cas, la responsabilité, elle est nécessairement partagée avec l'exploitant, puisque c'est lui qui est à l'origine du sinistre, si sinistre il y a. On parle de cas vraiment extrêmes. Et puis la force majeure, qui est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Enfin, en dernier lieu, la réparation du préjudice. Elle doit être intégrale. La victime ne s'enrichit pas en obtenant la réparation de son préjudice, mais elle ne doit pas s'appauvrir non plus. Le préjudice doit être né et actuel. Et point important, avant toute saisine du juge administratif, la victime doit avoir saisi l'administration compétente, d'où l'intérêt de revenir à notre point de départ, qui est la personne responsable, pour pouvoir lui faire sa demande en expliquant les fondements de sa responsabilité et un chiffrage. Même s'il est approximatif, il faut qu'un chiffrage du préjudice intervienne. Et ça permettra ensuite de saisir le juge administratif. Voilà pour le fonctionnement de la responsabilité administrative. Ensuite, revenons à notre PPRT. Donc, je vais vous rappeler de façon très rapide quels sont les objectifs du PPRT pour pouvoir ensuite définir les cas de responsabilité qui peuvent s'appliquer. Donc, le PPRT, c'est tout d'abord un outil de planification. Il est pris par un arrêté préfectoral qui approuve un plan, lequel est élaboré après une concertation entre l'exploitant à l'origine du risque, les communes qui sont concernées sur le territoire duquel cet exploitant a son siège, par exemple, et son activité, le PCI, donc l'établissement public de coopération intercommunale, qui est compétent en matière d'urbanisme, et une commission de suivi composée elle-même d'État, collectivités, riverains, salariés. Le PPRT, c'est une servitude d'utilité publique. Elle est annexée au document d'urbanisme, ce qui en fait il a force réglementaire, il a la même force que le document d'urbanisme, le PLU, PLUH, etc. Et il est porté à connaissance des maires et des présidents de PCI concernés par l'État qui a adopté ce PPRT. Ce qui est intéressant, ce qui est particulièrement ce qui est particulier, c'est que donc c'est une servitude d'utilité publique qui a une force de document d'urbanisme, puisque le Code de l'environnement renvoie aux dispositions du Code de l'urbanisme en cas d'infraction. Donc, ce document est vraiment traité comme tel. Ensuite, ce PPRT, il délimite un périmètre d'exposition au risque dans un document graphique. C'est la même chose que pour le PLU. Il y a une zone de maîtrise d'urbanisation future, une zone de prescription relative à l'urbanisation existante, comprenant des secteurs de délaissement et d'expropriation. Et il est aussi composé d'un document écrit, un règlement, et aussi de recommandations. Voilà. Alors Soraya, merci pour ces précisions et cette description des différentes pièces constituant l'outil PPRT, le servitude d'utilité publique, qui s'impose aux documents d'urbanisme. Justement à ce titre, c'est le premier point que l'on voulait vous préciser ce soir, c'est rappeler que cette servitude d'utilité publique s'impose au PLU, en ce sens que, en termes de hiérarchie des normes, elle est supérieure. Quand bien même un PLU n'aurait pas défini des règles spécifiques dans les zones concernées, la servitude s'applique et c'est bien elle qui l'emporte en termes de droit et de prescription ou de restriction. Donc le permis de construire en secteur PPRT doit impérativement respecter les prescriptions, qu'il s'agisse de restrictions, d'interdictions ou de modérations relatives à chacune des zones.
Premier point. Deuxième point, il doit prendre en compte également les dispositions constructives dès lors que l'autorisation porte sur un bâtiment nouveau ou existant. Donc, il doit prendre en compte des dispositions constructives pour rendre le bâtiment, quel que soit son usage, compatible, autorisé bien évidemment au titre du PPRT, mais pour rendre ce bâtiment compatible avec les risques connus. Je rappelle que ces risques peuvent être à la fois l'explosion, risque toxique ou risque thermique si on est à proximité immédiate du générateur de risque. En conséquence, il appartient au maire de mettre à disposition tout d'abord cette information en amont du projet. Maître Ben Abdesadok l'a rappelé tout à l'heure, Soraya, tu as rappelé que la SUP était annexée au PLU. Donc c'est un premier élément de porter à connaissance, mais pas que. Le PPRT peut être aussi mis à disposition en mairie, sur le site de la collectivité ou dans tout organe qui permet effectivement de communiquer à son égard. Donc c'est le premier point. Il appartiendra ensuite à l'autorité compétente communale ou intercommunale de vérifier la compatibilité du projet soumis par le pétitionnaire aux dispositions du PPRT, puisqu'il s'agit d'une SUP. Il faudra ensuite vérifier que le projet de construction, l'autorisation, que le dossier de permis de construire contient l'attestation de l'expert ou de l'architecte mentionnant la bonne prise en compte des dispositions constructives relatives au PPRT et que cette attestation figure bien dans l'alias au titre de ce qu'on appelle la PC13, qui est cette attestation qui doit figurer dans l'alias du permis de construire. Pourtant, il y a toujours des exceptions ou des difficultés. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, on se rend compte que les interprétations des règles des PPRT sont parfois compliquées, difficiles. Parfois, on est à la limite de deux zones et on a difficulté à savoir quelle est la règle exacte qui s'applique. Le maire, par ailleurs, n'a pas toujours les compétences pour évaluer l'adéquation des mesures constructives s'agissant de mesures très techniques et de dispositions techniques. Le fait de constater la présence et la validité de l'attestation ne préjuge pas, cependant, du contenu et de la bonne prise en compte des prescriptions techniques. Donc, dans ces cas de figure, je me retourne vers toi, Soraya. Quelle est la responsabilité de l'autorité communale, du maire en l'occurrence, qui délivre l'autorité de construire si de telles défaillances ou de telles difficultés apparaissent? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point? Alors, je vais tenter de vous éclairer sur ce point, effectivement, puisque en matière d'urbanisme, les collectivités peuvent engager leurs responsabilités. Le maire, qui est en principe compétent pour délivrer l'autorisation, mais sachez que l'État peut également délivrer des autorisations et le maire peut aussi délivrer des autorisations au nom de l'État. Donc, on a diverses formes de compétences pour la délivrance des autorisations d'urbanisme. On peut parler des permis de construire, des permis d'aménager, mais aussi des déclarations préalables. Au titre de donc c'est un pouvoir de police spécial de délivrer des autorisations d'urbanisme. Pour ce faire, donc, il se fonde, comme Gilles Brocard vous l'a dit, sur le document d'urbanisme auquel est annexé ce PPRT. Et il devra faire œuvre de précision pour pouvoir apprécier la régularité de l'autorisation qu'il compte donner par rapport à l'ensemble de ces documents. Il lui reste aussi un outil qui est celui de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sur réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ce qui nous intéresse, du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. C'est un point qui est intéressant puisque cela permet, en cas de difficulté d'interprétation de la règle du PPRT, ou bien quand le PPRT n'a pas encore été adopté, ça peut encore être une possibilité, ou en cas de déclaration préalable de travaux qui, par exemple, ne nécessite pas la mise en œuvre de dispositions du PPRT particulières, mais qui se situe tout de même à proximité de cette installation. Nous nous retrouvons dans une possibilité pour le maire de faire usage de cet article. Le juge appréciera pour l'utilisation de cet article, donc soit on refuse, soit on émet des prescriptions spéciales. Et ces prescriptions, elles doivent figurer dans l'arrêté
que prend le maire pour délivrer l'autorisation. Ces prescriptions, elles pourront concerner par exemple la prise en compte du risque technologique qui est à proximité. Le juge administratif, lui, s'intéressera à savoir si, au regard de la probabilité de réalisation de ce risque et de la gravité de ses conséquences, s'il se réalise, la disposition a bien été mise en œuvre à bon escient, ou si c'est au regard de l'état des connaissances à la date de la décision, afin d'évaluer le caractère effectif de ce risque. Ici, on s'interroge en fait sur la responsabilité des maires à édicter des autorisations qui sont légales. Donc, on s'intéressera à la faute constituée par l'illégalité d'un acte administratif. Cette illégalité, si le permis est délivré ou refusé, ça peut être le cas aussi, l'illégalité d'un acte administratif, c'est une faute qui est susceptible d'engager la responsabilité de la personne qui l'a délivré. Par exemple, je vous donne un exemple de 2018 de la Cour administrative de Bordeaux. Alors, je ne vous citerai pas les arrêts en entier, mais simplement, je vous donne les références. On pourra vous les communiquer par la suite si elles vous intéressent. Mais là, dans ce cas, le maire avait été informé dans le cadre de l'élaboration du PPRT qu'il y avait une zone d'aléa faible, là où le permis de construire était demandé. Eh bien, il aurait dû assortir ce permis de prescription. Là, son permis est illégal. Le pétitionnaire ne peut presque pas le mettre en œuvre, et donc il se retrouve avec un permis qui ne peut pas être exécuté. Et donc il subit un préjudice. Ce préjudice, c'est quoi? C'est d'avoir retardé une opération, d'avoir perdu c'est un manque à gagner sur une opération immobilière, par exemple. Ça peut être aussi, autre cas de préjudice subi, ça peut être le cas d'un permis illégalement délivré dans une zone rouge du PPRT. L'exploitant dans ce cas, donc là j'ai un exemple à vous donner, c'est la Cour administrative d'appel de Marseille en 2021, qui est transposable aux collectivités, puisque ici c'est la responsabilité de l'État, c'était l'État qui avait délivré le permis. L'État délivre des permis dans une zone rouge du PPRT. L'exploitant se retrouve à devoir financer les mesures foncières relatives à ce bien, c'est-à-dire son expropriation ou bien son délaissement. Là, je n'ai pas le détail, mais en tout cas, c'est l'une de ces mesures, et donc du coup, il doit la financer. Donc, il engage la responsabilité de l'État pour le préjudice subi, c'est un préjudice financier, pour avoir dû financer cette mesure foncière inutile, puisque le permis était illégal. Je vous ai déjà parlé des déclarations préalables. Pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, c'est le dernier point que je souhaite aborder sur cette responsabilité qui potentiellement peut être engagée. La question, elle peut se poser des difficultés d'application de la règle du PPRT. Ce sont des cas qui sont remontés beaucoup de la part des collectivités sur la rédaction même des dispositions du PPRT, et on se retrouve parfois dans des situations de blocage. Je vous donne un exemple. Pour les ERP difficilement évacuables, certains PPRT prévoient une consultation des services de protection civile pour vérifier la compatibilité des modalités d'évacuation avec le PPI, plan de protection et d'intervention, ou encore un avis de ces mêmes services sur l'implantation de ces établissements, de ces ERP difficilement évacuables. Or, les services de protection civile ne disposent d'une compétence que pour la sécurité incendie et pour l'accessibilité des personnes. Et on se retrouve avec des commissions qui ne peuvent prendre d'avis sur ces ERP difficilement évacuables. Et on est dans des situations de blocage où les collectivités ne savent comment délivrer les autorisations ou pas, puisqu'elles se heurtent à une possible illégalité, tant du refus que de l'acceptation du permis de construire. Ces collectivités qui ont fait remonter ces difficultés ont souvent fait appel aux services de l'État pour créer une sorte de commission hybride permettant de donner des avis sur ces ERP évacuables, mais ce n'est pas le cas de toutes les communes, et ces difficultés sont assez criantes. Ça peut être aussi une disposition du PPRT qui prévoit des mesures spécifiques de travaux à mettre en œuvre. On a des exemples de PPRT qui prévoient qu'il faut un filmage extérieur des vitres, un filmage de sécurité anti-explosion pour le vitrage externe. S'il s'avère qu'à l'occasion d'un sinistre, on s'aperçoit que le filmage était totalement inutile, bien complètement inapproprié, qu'en est-il de la responsabilité des uns et des autres?
l'illégalité du permis du PPRT peut être soulevée et cette illégalité, elle est fautive. Comme je vous l'ai expliqué, toute illégalité de l'administration est une faute. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'appréciation de la légalité des PPRT, le Conseil d'État s'est avéré assez sévère, mais je pense que dans des cas particuliers où des preuves sont facilement plus précisément apportées, il est possible de faire entendre ce point de vue-là. En disant que le Conseil d'État, lui, avait rejeté ce type de recours contre les PPRT, en disant qu'il ne ressortait pas du dossier, que les dispositions étaient inadéquates, les dispositions proposées. Donc, on parlait de filmage, c'est pour ça que je vous ai cité cet exemple, le filmage des vitres, ou alors que les recommandations dans lesquelles ce filmage était prescrit, il n'est pas une prescription, la recommandation, elle n'a pas une valeur impérative. Et donc, dans ce cas, ça ne démontrait pas l'illégalité du PPRT. Donc, en développant un petit peu, cette difficulté d'interprétation peut amener à des responsabilités finalement en cascade, tant de celui qui prend l'autorisation que de celui qui a adopté la disposition, qui est difficile à interpréter. Ensuite, je vais parler de la suite des objectifs du PPRT, puisque ce point sur la responsabilité et l'urbanisme me semble terminé. Les objectifs du PPRT sont aussi de limiter, donc on a vu que c'était un objectif de planification, et c'est aussi de limiter la vulnérabilité des personnes par plusieurs mesures qui sont les mesures foncières dans les zones les plus exposées. Alors je vous ai mis les numéros d'articles de façon à ce que vous puissiez vous y référer plus facilement. On ne va pas les lire intégralement, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le cadre de cet exposé. Les mesures foncières dans les zones les plus exposées, ce sont le délaissement et l'expropriation et le droit de préemption urbain. Ces mesures, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sont financées par une convention tripartite entre l'État, les collectivités ou le PCI et l'exploitant pour une durée de 6 ans à compter de la date de cette convention ou au plus tard le 23 octobre 2021 si la convention est antérieure au 23 octobre 2015. Vous voyez la difficulté arriver, c'est que ces dispositions elles sont éphémères, c'est-à-dire le délaissement et l'expropriation ainsi que le droit de préemption urbain sont éphémères et sont limitées par l'existence de cette convention tripartite, ce qui a posé quelques difficultés. Et ensuite, nous verrons plus précisément, donc nous verrons ces deux points de façon un peu plus approfondie. La protection du bâti dans les zones de prescription, puisqu'il est possible d'avoir des mesures alternatives au délaissement et à l'expropriation qui sont prescrites par l'État, parce qu'on arrive à démontrer que des mesures constructives pourraient permettre de renforcer le bâti et d'éviter l'expropriation du délaissement, plutôt le délaissement, pardon. Et pour les logements, la réalisation de travaux dans un délai de 11 ans à compter de l'approbation du plan ou avant le 1er janvier 2027, ça nous aurons l'occasion de rentrer plus dans les détails, ainsi que pour les biens autres que les logements, il y a des mesures de protection des personnes et de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité pour satisfaire aux obligations en matière de sécurité des personnes. Nous allons voir le détail de chacun de ces éléments, mais peut-être Gilles, pourrais-tu nous donner la perception d'Amaris sur ces mesures foncières ? Alors, sur les mesures foncières, justement, le travail que nous avons effectué avec nos adhérents et les collectivités concernées par les PPRT l'an dernier nous permet déjà de dresser un certain bilan. Déjà, le financement, tu l'as rappelé, est valable dans un délai donné, tu l'as reprécisé, il s'agit de 6 ans, ce qui donne effectivement, pour les propriétaires qui souhaitent délaisser, il leur faut un temps assez rapide. Pour 6 ans, c'est relativement assez court, en tout cas pour prendre une décision qui importe. Le dispositif demeure néanmoins qu'il s'agisse du délaissement ou de l'expropriation. Il demeure lourd à mettre en place. Il est diligenté par les collectivités compétentes en matière d'urbanisme qui procéderont elles-mêmes avec leurs services à l'expropriation ou au délaissement et à l'ensemble des dispositifs d'évaluation, de contexte aussi administratif et réglementaire, notamment une enquête publique et une déclaration d'utilité publique qui permettra effectivement, en cas d'expropriation, de rendre cette expropriation valable pendant un délai de 5 ans. Donc le dispositif demeure quand même très lourd à la charge des collectivités et notamment, on remarque, c'est la carte qui vous est présentée en illustration, que notamment pour les expropriations ou les délaissements des activités
l'activité économique, le programme a eu du mal, en tout cas, à s'établir, puisqu'à peine 40% de réalisation a été fait au bout des 20 années d'exercice de ces PPRT. Donc, difficultés, charges pour les collectivités. Je vous laisse effectivement imaginer qu'en contexte de réindustrialisation, aller exproprier une activité, ce n'est quand même pas très simple de la part d'une collectivité. Passons. La responsabilité, en revanche, des collectivités, plusieurs questions qui, du coup, que je soumets à Soraya. La responsabilité de la collectivité est-elle engagée si l'expropriation prescrite par le PPRT n'est pas réalisée? On peut comprendre effectivement différentes difficultés, notamment des difficultés de moyens pour la collectivité pour mettre en œuvre dans le délai imparti cette expropriation. Que se passe-t-il? Qui est responsable? Si l'information n'a pas été suffisante également, notamment pour les délaissements, un propriétaire ou un nouveau propriétaire acquérant un bien, quand bien même le droit de préemption urbaine n'aurait pas été appliqué par la collectivité pour devenir propriétaire du bien, effectivement, un propriétaire peut, en toute bonne foi, ne pas être informé de ce droit de préemption qui lui est octroyé au regard du PPRT. Donc, si cette information n'a pas été suffisante, est-ce que la collectivité peut être jugée responsable de ce manque d'information? Enfin, si les biens n'ont pas été délaissés et demeurent occupés, passé le délai des 6 ans de mise en place du dispositif, qu'en est-il de la responsabilité de l'occupant, mais surtout de la collectivité? Et puis, je tiendrai à rajouter également, c'est un point d'attention sur lequel nous travaillons aussi à Maris sur ce sujet-là, les biens expropriés ou délaissés sont bien souvent démolis. Le coût de la démolition peut rentrer en compte dans le financement tripartite que Soraya a évoqué il y a quelques instants, mais le foncier rentre dans le patrimoine foncier de la collectivité et on se rend compte que, chemin faisant, ces collectivités ont du mal à maintenir des occupations illégales de ce patrimoine foncier dont elles deviennent propriétaires. Donc, plusieurs, quand même, difficultés qui avaient du mal à être cadrées à l'origine de la loi et des différents ajustements de ces PPRT. Sur ces points de responsabilité, Soraya, est-ce que tu peux à nouveau nous éclairer? Eh bien, encore une fois, je vais essayer de vous éclairer sur ce point, puisque donc on va essayer d'évoquer la responsabilité et ses mesures foncières. Donc, ça va être, malgré la difficulté rencontrée par les collectivités, c'est plutôt simple, puisque dans le cadre du délaissement, qui est responsable du fait que le bien n'ait pas été délaissé? C'est le propriétaire de ce bien. La collectivité n'est pas à l'origine du délaissement, puisque c'est une volonté de la part du propriétaire de délaisser son bien, à charge après pour la collectivité de l'acheter, de l'acquérir, pardon. Mais toutefois, ce petit transfert de responsabilité n'a pas satisfait les collectivités qui se sont retrouvées face à des personnes en difficulté, qui ne connaissaient pas leurs droits, qui ne savaient pas ce qu'il fallait délaisser, etc. Et en se disant, mais tout de même, nous sommes garants de la sécurité de nos administrés. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans le discours des collectivités, des élus, et qui peut être repris dans plusieurs cas. Mais là, ce cas-là, le délaissement, ça a été vraiment posé comme ça rentre dans nos pouvoirs de police, d'assurer la sécurité de nos administrés. Alors, on va procéder nous-mêmes à cette information puisqu'elle n'est prévue par aucun texte. C'est-à-dire dire aux gens, vous pouvez délaisser votre bien, ce n'est prévu par rien. Donc, certaines collectivités se sont lancées dans des campagnes d'information auprès du public. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute action ou inaction d'une collectivité entraîne sa responsabilité. Même si vous prenez la décision de faire quelque chose de façon spontanée, vous n'êtes pas obligé de le faire en tant que collectivité. Si cette façon de faire n'est pas convenable, n'est pas régulière, alors votre responsabilité pourrait être recherchée. Par exemple, on pourrait vous dire, mais je n'ai pas du tout été informé, je n'ai jamais été touché par votre campagne d'information. Je ne savais pas qu'il fallait... Vous avez fait une campagne d'information, mais vous ne m'avez pas dit à moi que cette possibilité m'était offerte. C'est pour ça qu'il faut veiller au respect du principe d'égalité dans l'information donnée, à l'exactitude de l'information donnée. Votre bien est situé dans une zone, etc. Donner toutes les informations de façon à ce que la personne puisse connaître son droit et puisse savoir comment le mettre en œuvre. À défaut de ces grands principes qui sont
il me semble qu'il y a des moyens quand même de s'assurer de la légalité de cette information. Les campagnes d'information, en tout cas celles dont j'ai eu connaissance, ont toujours été menées à l'égard d'un public très large. Il y a eu des réunions d'information qui ont été données au sein des quartiers qui étaient concernés, plusieurs réunions de quartiers. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là doivent bien entendu être bien conservés afin de démontrer que l'information a bien été donnée. Après, encore une fois, il faut relativiser. Le lien de causalité entre un préjudice et une faute doit être bien établi. Encore faudra-t-il démontrer que le défaut d'information n'a pas permis le délaissement qui a conduit à un préjudice. Vous voyez, on est sur quand même une construction juridique qui est exigeante. Enfin, pour l'expropriation étant obligatoire, les biens sont clairement identifiés par le PPRT, ils sont nommément désignés. La collectivité ne dispose d'aucune marge de manœuvre, aucune marge d'appréciation. En absence d'expropriation, sa responsabilité peut être engagée. Ce qu'on peut donner comme conseil, c'est dans le temps de la convention tripartite, ne pas hésiter à lancer les procédures d'expropriation, puisque toute procédure lancée avant la fin de la convention tripartite bénéficiera de ce financement. Donc il convient vraiment d'y être attentif. Ensuite, le PPRT prévoit, donc, outre les mesures foncières, nous avons vu qu'il prévoyait des mesures de protection des biens, et donc on peut s'interroger sur la responsabilité des biens des collectivités qui sont situées dans les zones de prescription. Parce qu'en effet, le Code de l'environnement prévoit que pour les biens autres que les logements, les propriétaires de ces biens, les gestionnaires de ces biens doivent mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes dans le cadre des obligations qui sont les leurs. Ici, on a eu la possibilité, donc notamment avec Amaris, avec qui j'ai travaillé sur ces sujets-là, d'identifier un certain nombre d'équipements publics, et il y en a beaucoup qui se situent dans ces zones de prescription. On est sur des écoles, des crèches, des ateliers municipaux. On est aussi sur des équipements sportifs qui se situent au voisinage d'exploitation. Il n'y a pas de financement qui est prévu par la loi. Et donc, on peut se demander comment la responsabilité des collectivités pourrait être engagée. Je vous ai exposé tout à l'heure les fondements de la responsabilité administrative, et je vais revenir un peu sur ces éléments pour vous parler plus particulièrement de la responsabilité qui peut être engagée des collectivités pour les dommages causés dans et par leurs équipements publics, donc ces équipements que l'on vient d'énumérer. Le régime de responsabilité dépend de la qualité de la victime, usager, tiers. Nous avons ici une présomption de responsabilité pour l'usager qui doit être combattue en démontrant un entretien normal de l'équipement. Cet entretien normal, il pourra être démontré parce qu'on a fait une signalétique appropriée au sein de l'établissement, par exemple. On a engagé des travaux, on les a planifiés, on a commencé à passer des marchés publics. Il faut engager des démarches concrètes pour cela. À l'égard des tiers, la responsabilité est sans faute, je ne reviens pas dessus. Les collectivités, attention, ont des responsabilités dans leurs équipements à l'égard de leurs agents en cas d'accident dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les accidents, dans ce cas-là, seront imputables au service, ainsi que leur état de santé. Et outre cette imputabilité au service, la responsabilité de la collectivité peut être recherchée pour l'indemnisation des préjudices qui ne sont pas pris en compte par les allocations temporaires d'invalidité. C'est les préjudices personnels, par exemple, les souffrances physiques, morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément. Mais il y a aussi, ici, cette responsabilité, c'est une responsabilité pour risque qui est de fait, il n'y a pas de faute à démontrer. Et après, à côté de ça, on a la responsabilité pour faute de l'employeur, pour le défaut d'entretien de l'ouvrage. On se retrouve sur le régime exposé préalablement, c'est sur la perte de revenus ou l'incidence professionnelle. Mais s'agissant des équipements publics, Gilles, as-tu des exemples à nous donner concernant... Alors justement, donc,
Tu attires notre attention sur le patrimoine de la collectivité et de sa responsabilité en cas de non-entretien. Il y a néanmoins un cas de figure assez intéressant dans les PPRT qui n'a pas manqué de soulever beaucoup de discussions et de réflexions et auxquelles ont participé également Amaris avec l'ensemble des collectivités. C'est que certains PPRT prescrivent une signalétique obligatoire à l'entrée ou dans les parcs ou les espaces publics. Alors, cette disposition n'est pas générale et appliquée dans tous les PPRT, mais dans un bon nombre de PPRT. Ça pose la question aussi de la signalisation sur la voirie, sur les places publiques, quelle que soit effectivement la qualification ou la nature de ces espaces publics. Or, très vite, les collectivités qui n'étaient pas franchement opposées à cette disposition se sont retrouvées confrontées à une problématique, c'est qu'il n'existe aucun référentiel, aucun panneau type ou aucune référence pour leur permettre effectivement de signaler de signaler le risque. Comment signaler un risque? Alors, chaque collectivité y est allée de son interprétation, et je vous ai donné un exemple là, d'un accident, d'un potentiel, d'une zone de risque qui a été signalée à l'entrée d'un parc public d'une commune concernée. Alors avec Amaris, on a donné certaines consignes à travers une petite brochure que vous pourrez consulter et qu'on mettra à disposition de la FP-CNT en ressources parallèlement à ce webinaire. Mais dans ces cas-là, Soraya, quelle peut être la responsabilité de la collectivité? Alors, où elle a procédé à l'affichage, où elle n'a pas pu procéder à un affichage clair ou suffisamment explicite? Est-ce qu'il y a un risque pour la collectivité? Alors oui, il y a un risque pour la collectivité. Je reviens sur la diapo précédente où vous pourrez retrouver le cas particulier de la voirie, puisque c'est le Code de l'environnement qui prévoit que le PPRT peut prescrire les mesures décrites d'obligation de signalisation. La jurisprudence sur ce point, on mobilisera la jurisprudence sur l'entretien normal de la voirie. On est sur la même jurisprudence que pour les équipements publics et les ouvrages publics. Dans ce cas, dans le cas du PPRT, en fait, la jurisprudence s'intéresse particulièrement. Alors, sur le PPRT, nous n'avons pas encore de jurisprudence. Par contre, sur ce caractère normal de l'entretien de la voirie, ça dépendra de la connaissance ou de la prévisibilité du désordre potentiel. Ici, dans le cas du PPRT, le caractère connu ou prévisible du danger, il est documenté par les dispositions du PPRT. Et donc, pour moi, il y a une attention toute particulière à porter à cette signalétique. L'administration ne peut pas les ignorer à partir du moment où c'est bien mentionné dans le PPRT. La jurisprudence classique en matière d'absence de signalisation ou de signalisation inadaptée conduit à engager la responsabilité de la collectivité. On peut retrouver des exemples sur les questions de submersion, d'éboulement, plus dans le cadre des catastrophes naturelles. Merci pour cet éclairage, Soraya. Je propose qu'on passe à un autre volet des PPRT, toujours dans le champ de la responsabilité et de la protection des biens, notamment avec un cas singulier ou des cas particuliers concernant les acteurs économiques. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Alors, s'agissant des acteurs économiques, ils ont, tout comme les collectivités, la possibilité pour les biens autres que les logements de renforcer leur bâti. C'est un enjeu tout particulier pour eux, donc ils doivent mettre en œuvre des plans et des consignes de sécurité qui sont compatibles avec les dispositions des PPI, des exploitants, pardon. On attire tout particulièrement leur attention sur leurs obligations à l'égard de leurs salariés. C'est tout comme les collectivités, ils ont des obligations en matière de santé et sécurité au travail. L'accident du travail, c'est une question clé aussi. Et ne pas négliger la faute inexcusable de l'employeur en cas d'absence totale de mise en œuvre de dispositions pour protéger les salariés. Et aussi à l'égard de leurs visiteurs, puisqu'ils peuvent engager leur responsabilité civile. Sur la responsabilité de l'État, ce dernier a une obligation d'information qui n'apparaît qu'à partir de 2015. Toutefois, les collectivités se sont saisies en fait de cette difficulté, toujours sur la même idée que la sécurité des personnes relève des pouvoirs de police du maire et par extension doivent une information en fait à ces acteurs et on peut se demander effectivement quel type de responsabilité. Le mécanisme sera le même que celui que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'information qui est
doit être égal et bien documenté. Mais je crois qu'Amaris a pu suivre les travaux de différentes collectivités à ce sujet-là. Alors sur le sujet, là évidemment, on a regardé un petit peu ce qui se passait et que en fait l'information à destination des acteurs économiques, même si elle est stipulée effectivement et à la charge de l'autorité compétente qui est plutôt du côté de l'État, en tout cas sur ce point-là, pour porter à la connaissance de l'acteur économique la zone très précise dans laquelle et les effets dans lesquels il est situé, en fait, on s'est rendu compte que cette information était très défaillante et très rarement développée. Ça tient à plusieurs faits, je passe très rapidement là-dessus. Déjà, le recensement précis du nombre d'acteurs économiques, propriétaires ou locataires ou bailleurs dans une zone d'activité est très complexe. On est aussi dans un contexte de turnover des entreprises qui complexifie la diffusion et de l'accès à l'information. Mais pour la collectivité, nous le conseil, en tout cas ce qu'on a remarqué, c'est qu'à minima, la collectivité pouvait, quand bien même ces difficultés, mettre à disposition l'information sur un certain nombre de médias ou d'outils dont elle dispose, sur lesquels elle a la main. J'ai mis en regard le DICRIM d'une collectivité concernée qui informe, qui permet d'informer l'ensemble de la population et donc des acteurs économiques de sa commune de la présence du risque sur le territoire, et l'acteur économique pourra venir compléter cette information auprès de la commune en tant que de besoin. Un point également tout à fait important pour la collectivité, mais on l'a dit dans d'autres dispositifs, il s'agit bien évidemment pour la collectivité de bien tracer l'ensemble des décisions ou des informations qu'elle met à la disposition en cas de contentieux à venir. Ce sera un point sur lequel effectivement le juge regardera avec très précision et de manière très factuelle l'ensemble des outils qui ont été mobilisés pour rendre disponible et accessible cette information. Autre sujet, Soraya, concernant toujours sur la protection des biens, mais les biens des propriétaires privés, les biens des administrés, des logements. Ils ont l'obligation, on l'a dit tout à l'heure, de faire des travaux nécessaires, mais est-ce que leur responsabilité est engagée en cas de sinistre ? Et là, ça rejoint la question des polices d'assurance. On a des cas particuliers également. Certaines collectivités ont mis en place un dispositif pour accompagner les propriétaires privés à la mise en place de leurs travaux, au financement et l'ensemble des démarches administratives nécessaires pour financer ces travaux obligatoires. Mais attention, là, on attire là encore l'attention des collectivités sur le fait qu'en aucun cas elle ne se substitue au propriétaire, qui est le seul maître d'ouvrage pour diligenter, valider et accepter ces travaux. En revanche, est-ce qu'une collectivité qui n'accompagne pas effectivement ces dispositifs et qui est défaillante sur un point ou à l'autre, ou un autre de ces obligations qui incombent au propriétaire, est-ce qu'elle peut être responsable ? En deux mots, Soraya, parce que je crois que le temps oui. Vite. En effet, ce sera très rapide. Sur la responsabilité des administrés, on observe un véritable glissement de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on leur dit faites des travaux, et puis après, si les travaux ne sont pas faits, à charge pour eux de subir les conséquences en cas de sinistre. C'est ce qui nous a amené à se poser la question des polices d'assurance qui ne se sont pas intéressés au sujet. Vraiment, ces points-là ne sont pas du tout revenus dans les discussions avec les assureurs. Et en dernier lieu, la question de la responsabilité de la collectivité, elle se posera tout comme dans les cas précédents invoqués, c'est sur la fidélité de l'information, son caractère complet, etc., où sa responsabilité pourrait être recherchée. Voilà. Effectivement, donc le bilan d'Amaris montre qu'effectivement cette information donnée par les collectivités doit être à la fois pédagogique, juste, complète, mais on l'a bien compris dans un contexte technique d'objectifs de performance très technique et très difficile à saisir. Il faudra veiller cependant à ce que l'habitant soit en capacité de bien mesurer l'enjeu. Si d'aventure il ne faisait pas les travaux obligatoires, il faut qu'il en ait pleinement les moyens de juger de cela. Au niveau du bilan des PPRT, la carte vous montre que l'ambition effectivement initiale de la loi a du mal à avancer, même si la plupart des territoires ont accompagné leurs administrés pour la mise en œuvre des travaux. On voit qu'au niveau national, il y a un an, à peine 25% des travaux étaient réalisés. Les habitants, effectivement, ont du mal à s'engager dans ces dispositifs-là. C'est compliqué, on l'a dit, très technique. Cela touche à la propriété privée, à quelque chose d'assez intime aussi, de faire intervenir des tiers
tiers pour des travaux dans son logement, ça ne va pas de soi. Le financement également n'est pas facile. Les délais, on l'a dit, un financement composite, et les délais sont contraignants, ce qui fait que ce dispositif, à notre avis, est mal pensé. Néanmoins, les travaux demeurent obligatoires. On arrive au terme de ces différents zooms ou des éclaircissements qu'on voulait porter à votre connaissance en matière de responsabilité tant pour la collectivité et l'administré. Soraya, je te laisse les mots de conclusion. Alors, le mot de conclusion, c'est que, comme je vous l'ai indiqué dans le courant de l'exposé, on assiste à un véritable transfert de responsabilité, c'est-à-dire que le PPRT définit des normes et puis ensuite, chacun doit faire son affaire de ses travaux, de ses mesures foncières, etc. Les personnes sont amenées à arbitrer entre la protection des personnes, les intérêts économiques, les contraintes techniques qui s'imposent à elles. La commune, l'EPCI sont des interlocuteurs privilégiés des administrés, et donc ils sont au centre de ce dispositif. Et enfin, n'ayant pas une jurisprudence très complète, très fournie en matière de PPRT, une transposition de la jurisprudence en matière de risque naturel est tout à fait envisageable. On peut largement s'en inspirer. Écoutez, un très grand merci pour cette intervention à deux voix qui fut riche et très très intéressante. Pour les quelques minutes qu'il nous reste, je vous propose de répondre à 3 questions qui nous ont été posées, sans doute pour vous, maître. Tout d'abord, est-ce que les entreprises et les collectivités concernées par les PPRT sont soumises à un système d'assurance spécifique ? Alors, c'est une question, pas forcément que pour moi, parce que Gilles aussi devrait avoir son opinion là-dessus, étant au contact direct des collectivités dans son activité. Il me semble que les polices d'assurance, en tout cas pour les collectivités, je connais moins celles des entreprises, mais je suis plus intéressée par le droit public que par le droit privé. Les collectivités disposent de polices d'assurance spécifiques pour leurs biens. Gilles, tu confirmes cette... Alors, nonobstant la question de l'assurance des collectivités qui fait débat, et je vous invite à vous rapprocher de l'Association des maires de France si le sujet vous concerne directement, puis qui a posé un certain nombre de questions sur ce sujet-là. Donc, hormis ce débat très pointu et très actuel, en tout cas, et très préoccupant pour les collectivités, vu la flambée des polices d'assurance ces dernières années, il n'y a pas d'impact, en tout cas, nous n'avons pas mesuré ou perçu, ou personne ne nous a alerté sur un impact du fait d'un PPRT présent ou qui toucherait les biens ou le patrimoine de la collectivité. Donc, pour l'instant, en tout cas, le patrimoine des collectivités est assuré au titre du régime normal des collectivités et ne fait pas exception à ce régime-là, à notre connaissance. Parfait, merci beaucoup. Nous avons également une question de Régis concernant donc une tendance actuelle des administrés à saisir le juge administratif ainsi que le juge pénal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît ? Alors oui, effectivement, la responsabilité pénale n'a pas été évoquée dans cet exposé. C'est une tendance, effectivement, à engager le plus souvent la responsabilité de l'élu, du maire, en tant qu'agent de sa commune, pour... Alors, c'est souvent dans des cas un peu extrêmes d'atteinte aux personnes, par exemple des atteintes physiques, des homicides volontaires, ce genre de choses, où la responsabilité est susceptible, la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée devant le juge pénal, effectivement. Cela n'aboutit pas toujours. Il faut aussi relativiser ce point-là. Il faut relativiser aussi la mise en examen. Ce n'est pas, c'est grave. On se sent vraiment mis en cause. Toutefois, la mise en examen, c'est un bien parce que ça nous permet de bénéficier de la communication de la procédure, par exemple, et d'être intervenant. Donc, il faut arriver à mettre un peu de distance par rapport à ces... Et c'est très facile à dire quand on est avocat, je comprends bien. Voilà. Et quant à l'explosion du contentieux de la responsabilité administrative, on le voit beaucoup puisque les gens n'hésitent plus maintenant à saisir la juridiction administrative, bien que cette juridiction soit assez lente et pas toujours très favorable aux administrés, puisque la charge de la preuve, pas la charge de la preuve, mais les preuves sont assez importantes à apporter. Notamment sur des défectuosités des ouvrages. On est beaucoup sur ce type de responsabilité. Un peu moins alors si quand même sur les carences dans l'exercice des pouvoirs de police, on y est pas mal, mais c'est vrai qu'on a
pas une explosion du contentieux, mais quand même des administrés qui n'hésitent plus à le faire, effectivement. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous avons également eu une question de Thierry par rapport au R111-2 sur la terminologie du verbe pouvoir, la portée du peut. Est-ce que c'est vraiment pouvoir ou est-ce que c'est plutôt devoir ? Je tente une première piste, Soraya, et tu complètes. C'est un arsenal juridique qui est à la disposition de l'autorité compétente en matière d'urbanisme. Il ne faut pas craindre de s'en servir lorsqu'effectivement on craint effectivement pour la sûreté, la salubrité ou la sécurité de ses administrés. Donc il ne faut pas craindre le contentieux. Je retiens une leçon qui nous a été bien souvent, qui nous a permis effectivement de sortir de l'ornière. Et cet outil est à disposition de l'élu ou des élus ou de l'autorité compétente. Il faut savoir s'en servir et ne pas craindre de s'en servir. Soraya, je te laisse compléter. Je confirme totalement. Cette possibilité, ça laisse une marge d'appréciation justement à celui qui prend la décision. Il ne faut pas hésiter à utiliser le R111-2 tant pour refuser que pour accepter. Souvent, c'est comme pour la responsabilité pénale, les maires sont un peu frileux en disant « je vais me faire annuler ». Eh bien, tant mieux. Si on se fait annuler, au moins on aura la jurisprudence et on saura pourquoi. On ne pouvait pas… parce que c'est souvent sur des cas un petit peu… qui laisse la place à beaucoup d'interprétations de la règle, où on ne sait vraiment pas quoi faire, mais on voudrait quand même mettre en sécurité les personnes. C'est souvent dans ces cas-là. Donc, ne pas hésiter à en faire l'utilisation. Bien entendu, il s'agit il y a une marge d'appréciation, et cette marge d'appréciation, elle est appréciée par le juge, et ne pas hésiter à bien justifier les prescriptions quand elles sont édictées. Là encore, c'est peut-être une forme de conclusion. Je ne sais pas s'il y aura d'autres questions, mais en tout cas, l'information, le dialogue en amont sont aussi deux outils effectivement qui sont indispensables. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir de cet renseignement. Du coup, il reste une dernière question. Donc, dans la continuité des questions liées à l'assurance des collectivités, Denis nous pose la question de est-ce que des actions en diminution de risque particuliers, des exercices, de la formation publique, travaux, etc., pourraient être de nature à faire baisser les montants des polices d'assurance? Alors, je ne sais pas s'il faudrait suggérer cela aux administrations ou en tout cas aux autorités compétentes en matière de réglementation des assurances. À ma connaissance, ce n'est pas le cas. En tout cas, je n'ai pas connaissance de ces dispositions qui viendraient effectivement tempérer, modérer les régimes d'assurance, mais c'est peut-être une piste qui pourrait être incitative. Mais en tout cas, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de règles ou de règlements qui vont dans ce sens. Très bien, écoutez, merci infiniment à tous les deux pour votre intervention. Avant de clore ce webinaire, nous allons vous adresser donc un court questionnaire que l'on vous remercie de bien vouloir remplir. Également pour vous donner rendez-vous à l'occasion donc de notre prochain webinaire qui se tiendra le 8 juillet prochain, donc de 17h à 18h sur le thème du risque NATEC et qui sera donc intitulé donc le risque NATEC n'arrive pas qu'aux industriels, comment s'en prémunir. Il sera présenté par monsieur Guillaume Becker du CNPP, qui est le Centre national de prévention et de protection. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Grand merci pour votre participation et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Boris, j'en profite également, merci à vous de nous avoir donné la parole et j'en profite, la FPCNT, Laurent, si tu veux juste nous mettre la dernière slide, l'accès à la dernière slide. Merci. La FPCNT est partenaire de Amaris et du ministère de la Transition écologique pour l'organisation des rendez-vous majeurs qui se tiendront le 3 octobre au Havre et l'ensemble des sujets qu'on a abordés seront longuement aussi traités lors de ces rendez-vous majeurs. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour prolonger et amener cette discussion, et amener l'ensemble de vos questions. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée.